Nous vous rappelons, vous écoutez actuellement La Voix du Sud, émettant depuis l'Université du Québec en Ottawa. Aujourd'hui, le thème central de cette édition, c'est la question libyenne. Et comme on sait, je dirais bien le jeudi 20, on a assassiné Kadhafi. Alors, la raison pour laquelle on dit actuellement on a assassiné, c'est parce qu'actuellement on l'avait vu vivant. Et puis après quelques temps, on l'a assassiné avec une balle. Eh bien, vous avez dit actuellement la dépouille, parce que selon le rythme musulman. Selon l'islam, Mhm. quand quelqu'un meurt, l'identité de la personne n'est plus. Seule la dépouille reste. On dit, bon, le nom, c'est l'âme. Je pense que dans les religions, la plupart des religions révélées, c'est comme ça. L'âme s'en va. Donc, en fait, ce qui porte le nom, c'est l'âme. Le corps, c'est juste de la matière. Et on ne parle pas de... On ne donne plus c'est Jean-Marie qui est mort ou c'est Hassan qui est mort. On va dire c'est marhoum. C'est une dépouille. Une dépouille. Donc, ceux qui vont exposer une dépouille dans un endroit non fait pour ça, simplement qui vont faire défiler les gens pour le mépriser, sont méprisables encore plus méprisables. Mhm. Donc, c'est une bande de personnes méprisables et qui, en plus du reste, donc, pour revenir au problème qui me révolte comme Africain, qui disent que ces Libyens ont soutenu Kadhafi. J'imagine, encore une fois, qu'ils ne se posent pas la question suivante. Qui n'a pas soutenu Kadhafi quand il était fort et respecté? Est-ce que c'était le noir seulement? Et si c'était seulement les noirs, qui forment une très petite minorité en Libye, faut-il le souligner, se serait-il maintenu avec 20 000 ou 30 000 ou 50 000 personnes contre plusieurs millions de personnes? Ça, c'est une autre farce. D'ailleurs, le même Libye est servi ici. Quand on parle au Canada, par exemple, en parlant des immigrants, il fut un temps où il y avait une rhétorique dans certaines classes, certains milieux politiques. On disait que les libéraux sont au pouvoir parce que les immigrants votent libéral. Bon, il y a une autre rhétorique, la même rhétorique au Québec. On aurait été un pays indépendant parce qu'il y a... mais ce sont les minorités et les immigrants... Le vote ethnique. Oui, le vote ethnique. Ce sont, encore une fois, des discours méprisables et des personnes méprisables. Est-ce que je dois continuer ou... Vous pouvez continuer, oui. Alors pour moi, la Libye, en fait, c'est deux guerres. Hein? C'est la guerre de l'Occident. Bon, les motivations sont claires, ne sont pas nouvelles. Vous êtes passé en long et en large, moi-même également. Donc je ne reviens pas là-dessus. Mais il y a la guerre des Arabes. Il faut savoir que les Arabes, eux aussi, ont un problème. Nous sommes en Afrique. N'oubliez pas que tout le nord de l'Afrique, au-dessus du Sahara, est arabe. Aujourd'hui, les Arabes veulent aller jusqu'à la forêt équatoriale en utilisant tantôt la démocratie, tantôt l'islam, tantôt les alibis sont nombreux. Mais c'est, encore une fois, une guerre contre l'homme noir. Alors ici, je vous disais, dans cette guerre, bien sûr, il y a l'Occident qui a une responsabilité qui, une fois n'est pas coutume, est, encore une fois, impliqué dans le génocide de l'homme noir. Après la colonisation, après l'esclavage, voici que j'appelle la conscience d'un Africain de l'Occident, qui s'appelle M. Obama. Je pense que dans cette guerre, si c'est l'intérêt des États-Unis en premier, OK, mais les Noirs ne doivent pas payer les frais. Il doit s'assurer au moins et avoir la décence de dire que ici, nous sommes pour l'or et le pétrole, mais nous ne sommes pas ici pour assassiner les Africains en Afrique. Donc ça, c'est un point très important pour moi. Donc c'est aussi mon dernier, à part le commentaire que je me réserve par la suite. Merci à Hassan. Eh bien, mesdames et messieurs, nous disons que le point pour ce qui concerne la Libye, on a tellement de choses à dire. Mais ce qui nous interpelle surtout, comme vous avez parlé, parce qu'on nous avait dit que dans le rythme musulman, parce qu'après 24 heures, on devait actuellement enterrer la personne. Alors, est-ce que ce n'est pas une insulte quand on a passé plus de 24 heures, on n'a pas enterré, je dis bien, la dépouille de M. Kadhafi? Absolument. Cela est contraire à tout ce qui... Enfin, à toutes les règles du livre, comme on dit en islam. Mais encore une autre chose qui est contraire, encore une fois, dans ces cas-ci, la morale rejoint le livre et la morale commune. Et encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait de la dépouille par la suite? Ils se sont simplement débarrassés pour, encore une fois, effacer. Et ça, c'est une perte
on parlait de Staline et d'autres dictateurs qui ont au moins une dépouille, enfin un tombeau. On peut cracher dessus, pisser dessus ou mettre des fleurs. C'est chacun son choix. Mais subtiliser, voler la dépouille d'une personne à la famille est le troisième affront à la morale, à l'islam et à toutes les règles d'une société civilisée. Est-ce que tu mens, parce qu'il y a des sunnites, des sunnites, des sunnites, des alaouites, est-ce que tu mens des sunnites comme ce sont les gens du point de vue islamique qu'on va retrouver en Tunisie? Est-ce que ce sont les sunnites qui pratiquent de cette manière-là ou bien les alaouites, tu m'en penses autrement? Non, ça c'est encore une autre blague, ça. Ça n'a rien à voir. Au Soudan, vous avez les fameux problèmes du Soudan. Vous avez au Soudan, je l'ai dit à différentes antennes, que par exemple, il y a le problème, par exemple, au début c'était le nord musulman contre le sud animiste et chrétien. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce ne suffit pas. C'est en fait une guerre entre les Arabes et les Africains. Non. Une guerre des Arabes contre les Africains. Okay. Des Arabes contre les Africains. Point. C'est ça. C'est une guerre raciste. C'est une guerre d'expansion, c'est une guerre coloniale, c'est un génocide, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est rien la religion n'est qu'un de nombreux prétextes. C'est important parce qu'on va faire toute une émission par rapport à ça, parce qu'on va inviter un imam aussi, un pasteur et un ongan aussi. J'aimerais bien rencontrer ces gens-là. Définitivement, on n'a pas de problème. On va le faire ici parce que c'est la tribune. Eh bien, nous disons que Jean-Marie voulait ajouter quelque chose. En tout cas, moi, le deuxième point que Hassan soulignait, c'est le point qui m'intéresse et qui m'interpelle le plus. En fait, j'ai déjà dit au début que le fait que Kadhafi soit tué, pour moi, et qu'on fasse une émission autour, c'est un fait d'actualité. Moi, je ne suis pas dans le fait d'actualité, ça ne m'intéresse pas. Je suis, parce que je trouve assez réactionnaire, moi, c'est une interpellation au niveau de l'élite afro. C'est une interpellation au niveau de l'élite afro, où je pense qu'il va falloir que nous trouvions une stratégie. J'ai dit trois choses. Que nos leaders, ce sont des leaders qui sont des leaders soit emprisonnés, des leaders qui sont soit morts, ou c'est des leaders qui sont soit en fuite. Je pense que c'est une défaite de l'intelligentsia afro. Et je pense que pour moi, on peut accuser l'OTAN, on peut accuser qui que ce soit. Je pense qu'il faudrait qu'on regarde ça de fond en comble. Pour moi, c'est important et c'est le problème central. Si nous n'arrivons pas à résoudre celui-là, nous allons courir chaque jour, on va nous en tuer d'autres, nous allons les compter, les générations vont passer. Et en fait, le fait d'avoir jeté le corps de Kadhafi, on ne sait où, c'est une façon de nous dire, votre histoire ne compte pas. Pour moi, c'est ce que ça me dit. Est-ce qu'on doit engober ça? Ben c'est à nous de décider quelle histoire nous voulons avoir, quelle histoire nous voulons que nos enfants puissent avoir comme héritage. Et je pense que pour moi, c'est important de travailler là-dessus et d'avoir une stratégie et de se réveiller. Il y a Armel qui voulait ajouter quelque chose. J'aime bien le point que Jean-Marie vient de soulever à l'égard sur le plan de l'histoire. Hassan avait dit tout à l'heure le fait qu'il y a des sépultures physiques pour différents leaders qui ont été tout ce que les gens nous ont dit. Est bizarre qu'il n'y ait pas quelque part où on peut enterrer dignement Kadhafi ou l'enterrer au moins pour que des gens fassent ce qu'ils veulent. Ouais, historiquement, quand quelqu'un meurt pour avoir gouverné ce pays, tout le monde est d'accord qu'il a gouverné 42 ans et que c'est même trop. Il était logique qu'il ait un renversement. Un renversement ou quoi que ce soit. Mais le lieu où ce monsieur sera enterré peut être aussi un symbole pour dire oui, il y a 1000 ans en arrière, si des générations arrivent plus tard, ou il y a 100 ans, il y avait quelqu'un qui s'appelait Kadhafi, qui a dirigé la Libye, et il a fini comme ça. C'est ici qu'il est enterré. Oui. En Italie, vous allez dans une ville qui s'appelle Forlì Limpopo, vous allez voir le tombeau de Mussolini. Vous allez en Allemagne, vous allez voir des endroits pour des gens qui sont des génocidaires, des gens même terroristes. Et pourquoi ne pas faire ça alors qu'en en 2007, le président français, Sarkozy, est parti en Afrique et il a ramassé des choses. Il a fait un discours insultant à l'égard du peuple noir, pas à l'égard des Africains. Il a dit l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire. Est-ce que c'est à nous, Africains, de nous laisser nous dicter notre histoire par quelqu'un comme Sarkozy? Est-ce que Sarkozy peut se prétendre dicter l'histoire aux Africains en effaçant une partie de l'histoire de l'Afrique à travers ses actions, telles que
détruire également le palais où Baba Lazizia, qui n'est pas un palais, qui est juste une enceinte clôturée où il y a plusieurs maisons. Parce qu'on a vu après la chute de Tripoli, ce que représentait Baba Lazizia, il n'y a rien. Cet instrument, on nous a menti, Kadhafi ne vivait pas dans un château. Donc, pourquoi ne pas laisser ce lieu pour montrer aux autres qui vont venir que oui, Kadhafi a toujours dit j'habite dans les tentes, et réellement il habitait dans les tentes, il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce lieu. Il fallait le laisser en témoignage, en signe de symbole historique, parce que quand on parle par exemple, M. Bernard-Henri Lévy, qui est le promoteur des trafiquants d'armes, le promoteur des guerres en Afrique, le promoteur de la démocratie, celui qui a fait la promotion pour qu'on tue en Afghanistan, on tue, comment il s'appelle Non, le commandant Massoud. Oui, il a été complice de ceux qui ont tué le commandant Massoud, afin qu'il y ait eu la guerre. Je pense que ce monsieur aurait pu, avec sa culture qu'il exhibe tout le temps, aurait pu demander au moins que les gens respectent et que Sarkozy qui veut que l'Africain ait une histoire, respecte les lieux dans lesquels, qui sont les signes et des faits témoins sur lesquels les gens peuvent se baser en disant oui, ça, nous avons documenté telle chose, mais il y a encore ce lieu où habitait Kadhafi. On ne peut pas effacer. Les Libyens aujourd'hui sont en train de détruire leur propre patrimoine. Des gens ont même détruit des patrimoines parce que la Libye, dans la Tripolitaine comme dans la Sénéraï, il y a des endroits qui sont même bibliques, qui sont des endroits. La Libye, avant d'être colonisée par les peuples arabes, comme on le dit, c'est une nouvelle colonisation, une colonisation double. On est colonisé doublement maintenant. C'est la recolonisation de l'Afrique à travers l'OTAN et une partie des pays arabes. Où, quelle est la stratégie? L'Afrique du Nord n'était pas toujours peuplée dans l'histoire par des peuples à majorité arabe. Donc les peuples noirs qui sont là-bas, qui sont aujourd'hui martyrisés à cause de, comme Hassan a bien insisté dessus, s'il y a 20 000 personnes qui sont, ou même 30 000 personnes qui sont d'origine africaine, de race noire, et qu'on les symbolise, on les dirige, on les doite, on les exhibe comme les seuls soutiens de Kadhafi, Tripoli est tombé depuis hier, depuis le premier jour. Parce que si c'était des gens merdiques, comment ils ont pu aider Kadhafi à ce niveau-là? Il faut que les gens nous rafraîchissent la mémoire et nous démontrent qu'il y a beaucoup d'anachronismes historiques. Il y a beaucoup d'anachronismes dans ce que racontent les gens. M. Obama a dit, vous nous tendez la main ou vous serrez votre coin et on vous coille. C'était dans son discours inaugural, dans son discours d'investiture. Nous considérons que cette métaphore n'est qu'une métaphore guerrière qui symbolise soit tu me laisses te coloniser ou aider les autres à coloniser ton peuple, ou je te détruis. Après, on parle toujours de printemps arabe. Moi, je ne crois pas qu'il y ait printemps arabe. Pour une raison simple, tous ces pays-là, même s'ils sont en majorité arabes par leur population, c'est des pays africains. Parce que ça se retrouve sur le territoire du continent africain. Ça, non pas définition, c'est que c'est une sorte de méthode pour embourber l'esprit des gens en disant c'est printemps arabe. Mais on n'a pas touché un seul pays comme Hassan l'a cité et pas mal de gens ont cité dans la région du Golfe. C'est important. Toujours tous les trois pays qui ont été touchés sur le continent africain. Tout à fait, c'est que nous allons essayer de voir parce que tout récemment, le Conseil de sécurité voulait statuer sur une résolution concernant, je dirais bien, la Syrie. Eh bien, la Chine et la Russie ont imposé leur veto. Alors, c'est pour montrer actuellement, étant donné qu'on a considéré le colonel Kadhafi comme l'ennemi, je dirais bien, de la communauté internationale, mais tout le monde a laissé tomber. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une pause musicale. Après, nous vous y verrons dans un instant. Je ne veux pas ton pouvoir, pas besoin de l'avoir. Je ne suis pas ton miroir, mais ton cauchemar. Je ne veux pas de ta gloire, j'ai de l'espoir. Je ne veux pas ton pouvoir, voilà mon histoire. Eh bien, il faut dire que Kadhafi, et comme vous savez actuellement, Kadhafi, le colonel Kadhafi, eh bien, après plus de 42 ans au pouvoir, il était le visage d'un mégalomane, despotique, sanguinaire et incontrôlable de la Libye, d'après
Associated Press le jeudi quand on a appris sa mort. La mort de Muammar Kadhafi a été annoncée jeudi à la chute de Sirte, sa ville natale, le dernier bastion de résistance de cette troupe, 2 mois après la prise de Tripoli par les forces du Conseil national de transition, CNT, désormais au pouvoir. Après Zine El Abidine Ben Ali en Tunisie et Hosni Moubarak en Égypte, le printemps arabe aura scellé la fin du règne du dictateur fantasme. Eh bien, le douanier le plus sanguinaire des autocrates de la région, c'est ce qu'on a pu citer dans le journal Le Caire, a débarqué sur la scène de l'histoire dans les bottes d'une sorte de Che Guevara arabe. Le jeune officier aux yeux intimement braise fut, dans ses incarnations successives, chef de file du terrorisme mondial, paria d'une communauté internationale qu'il prend plaisir à déconcerter et le chantre du panafricanisme avant de revenir sur le tas, pétrodollars aidant dans les bonnes grâces d'un Occident qui lui avait sous-traité sans complexe la gestion de l'immigration clandestine venue d'Afrique. Ces derniers mois, le maître de Tripoli à l'égard d'un Bachar el-Assad en Syrie était devenu le maître d'œuvre de la sanglante répression d'une de ces révoltes populaires du printemps arabe. C'est ce qu'a cité, je dirais bien, Associated Press lorsqu'on a appris, je dirais bien, l'assassinat de Kadhafi. Ce qui est intéressant, c'est que Muammar Kadhafi avait 27 ans lorsqu'il est arrivé au pouvoir, renversant le roi Idriss Ier en septembre 69. Né en 42 sous la tente en bédouine dans la région de Sirte. Eh bien, il fêtait donc quand c'est 69 ans cette année, mais le mois et le jour de sa naissance sont incertains. Eh bien, le brillant colonel, comme le décrivait la presse de l'époque, héros de l'anti-impérialisme, se met très vite à dos la communauté internationale. En 1973, il intervient au Tchad et s'empare de la bande Daouzou, objet de différents frontaliers, s'accrochant même 10 ans plus tard avec l'armée française venue défendre le président Hissène Habré. Le pouvoir en Libye n'est rien sans le pétrole. Il a fait la richesse du pays qui, selon les chiffres de la CIA, dispose statistiquement d'un des plus hauts revenus par habitant de toute l'Afrique, environ 13 800 $, soit 10 027 €, et conditionne son histoire. On reproche à Kadhafi d'avoir volé l'argent. Quand on regarde d'autres pays actuellement africains, comme par exemple le Soudan, il y a beaucoup de pétrole. Quand on regarde, je dirais bien, le Nigeria, je crois que c'est le 7e pays producteur de pétrole. Ce pays, je dirais bien, vient de fêter son 50e anniversaire dans la noirceur. Comment peut-on qualifier, je dirais bien, la situation, je dirais bien, le niveau de vie, on est conscient, c'est de cette ville, comparativement à d'autres pays africains. Je laisse la parole à Jean-Marie. Je pense qu'il faut, faire attention quand on a ces statistiques-là. Et parfois, il y a l'adage qui dit que quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Alors, au niveau de l'indice de développement humain, je pense que les Libyens n'ont pratiquement rien à voir à beaucoup. Le niveau de vie n'avait rien à voir pratiquement à beaucoup d'autres pays, d'autres citoyens. Ça, c'est un fait important. C'est beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Ça, c'est un fait important. Je m'excuse d'intervenir parce que quand on sait que des leaders africains nourrissent la caisse électorale des partis coloniaux, lui, il a décidé d'investir dans l'humain. Je me demande à quoi ça sert actuellement de parler des 42 ans au pouvoir si les conditions de vie actuellement des gens, bien évidemment, on est conscient du point de vue démocratique, c'est-à-dire qu'ils ne partagent pas le pouvoir, on peut lui reprocher toute cette histoire. Mais quelqu'un qui, non seulement a permis à l'Occident de faire respecter les Libyens à l'extérieur, quelqu'un qui a donné un niveau de vie aux Libyens, quelqu'un qui a assuré la sécurité, je dirais bien, des ethnies au sein de la Libye, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen de reconsidérer actuellement les concepts qu'on a appris dans les universités occidentales? Allez. Oui, moi je reviens au problème de la mémoire. L'Afrique a ceci de particulier, c'est que l'Africain ou les Africains sont des peuples sans mémoire. Et c'est très important parce que la mémoire, l'histoire, si on veut, c'est quelque chose, c'est la référence d'un peuple. On a tout ce qu'on a de positif, il faut se baser sur ça. Et donc,
de ce fait, ça donne un élan impulsif, une motivation, une source de... Vous voyez un peu? Et puis, il y a le négatif qui va être, auquel on va se référer pour, là aussi, éviter ces erreurs-là. Par exemple, si on prend l'Allemagne nazie n'était pas une personne, n'était pas Hitler, hein, c'était les Allemands qui étaient là derrière ces régimes. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Mais aujourd'hui, c'est le peuple du moins sur le papier, le peuple qui a les meilleures lois, du moins sur le papier, en ce terme, parce que ils n'ont pas enterré leur mémoire, ils n'ont pas caché cela, ils en tirent des leçons. Donc ça, pour moi, ce problème est très important. On a effacé la mémoire de l'Africain. Et le problème est là. On a tout effacé. Quand on n'a pas pu effacer, on s'est approprié de sa mémoire. Regarde aujourd'hui les pyramides. Si on a essayé, les différentes religions. Pyramides d'Égypte. Les différentes religions ont essayé d'enterrer, d'effacer. On a décroché les fresques et tout ce qui était sur le mur a été vandalisé. On a saccagé les tombes et tout ça. On a essayé d'effacer. Mais quels sont les motifs qui sont derrière tout ça? Il faut lire Cheikh Anta Diop a fait beaucoup de travaux là-dessus. Mais parce que l'Égypte n'était pas arabe à ce moment-là. L'Égypte est aujourd'hui un pays arabe. Et ce qu'on n'a pas pu effacer aujourd'hui, on a parlé de Moubarak en pharaon. Tiens, celle-là est bien bonne. Parce que Moubarak, c'est un arabe. Les arabes sur le papier, d'après leur histoire, c'est parce qu'ils descendent d'Ismaël, fils d'Abraham. Je pense que tous ces peuples-là étaient les esclaves d'Égypte au moment où l'Égypte était régnée sur cette terre. Donc, le problème est là. Et aujourd'hui, en fait, il y a l'Occident, l'Europe, l'Occident est un terme à géométrie variable que je n'aime pas, l'Europe, toute puissante, puis qui est en train de fabriquer des peuples tampons, hein, simplement. Donc, il y a ceux qui ont accepté ce rôle et qui jouent bien. Et le problème est là pour moi. Donc, Ormel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, sur la question de la mémoire, l'histoire se base essentiellement sur des faits, mais également sur des preuves. S'il n'y a pas de ressources, de sources tangibles, physiques, on peut douter de l'histoire d'un peuple. Alors que quand on regarde après la prise de l'Irak, il y a quelques années, les musées irakiens ont été vidés de tout ce qu'il y avait comme richesse artistique, et des artefacts de ce pays-là ont disparu. Dans le contexte libyen, nous ne savons pas encore, en dehors du fait que Kadhafi n'a pas eu, on ne sait pas où il est enterré, et également que son ancien camp sa résidence a été détruite, nous ne savons pas ce qui reste de certains éléments qui peuvent servir aux générations futures d'être critiques envers Kadhafi. Critiques, que ce soit négatives ou positives, il faut quand même avoir des éléments sur lesquels se baser. Quand on parle, par exemple, de la Shoah et des chambres à gaz, il y a des éléments que les gens nous présentent. Il y a des musées, il y a des cimetières, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. Sur, par exemple, le contexte, quand on parle de la traite négrière, il n'y a pas beaucoup d'éléments à part Gorée. Oui, selon vous, pourquoi? Moi, c'est ça. Où sont passés? Est-ce que ça n'existait pas ou est-ce que... C'est ça, c'est à ce point que je veux venir. Mais voilà. C'est véritablement difficile de ne pas le dire ouvertement. C'est que les Britanniques, qui ont été les colons, les Français qui ont été des colons, les Portugais qui ont été des colons, qui ont coopéré avec les royaumes de l'époque, quand ils ont coopéré d'abord, ils sont revenus, ils ont tout détruit. Ils ont effacé. Par exemple, si nous prenons le royaume qui s'appelle le royaume Yoruba de Yor, qui s'étend entre le Nigeria et le Bénin, et le royaume béninois qui s'appelle le royaume d'Abomey, la majorité de ce qui est artistique, les sculptures, les bas-reliefs, et pas mal de choses, même des murs ont été coupés pour emporter vers la France. Et ça se trouve dans les musées, le musée, la National Gallery de Londres, et au musée qui est maintenant le musée des arts premiers à Paris. Et de Quai Branly. Oui. Donc, ce qui montre que les gens choisissent volontairement d'effacer l'histoire des autres pour que les gens n'aient pas de référence. Pendant longtemps, pour coloniser le Bénin, qui est le territoire aujourd'hui qu'on appelle le Bénin,
on a utilisé un fait, on a dit le roi du Bénin, le dernier roi du Bénin, qui est Béhanzin, qui ne participa pas à la traite clandestine, c'était son problème parce qu'il n'avait pas accepté de participer à la traite clandestine. Lui, on l'a accusé, comme toi tu ne veux pas jouer le jeu, on va te tuer. On l'a enlevé, on l'a déporté en Guadeloupe, et après, il est mort à Blida, en Algérie. Donc, la déportation des chefs d'État vers l'A Haye, c'est la même chose que ce qui se passait parce que le roi Béhanzin a été envoyé en Guadeloupe en 1893 et il est mort en 1905 à Blida, le 4 décembre 1905 à Blida en Algérie. Et l'histoire est là. Ces enfants ont été, il n'en a que 2, ont été dilapidés, ils sont morts. Et c'est dommage que ça se passe comme ça parce que les gens ne veulent pas qu'il y ait des liens. C'est une politique de diviser pour régner, une politique d'effacer la mémoire des autres pour continuer. Je me rappelle, il y a quelques années, en France, autour des années 2004-2005, il y a eu un débat fondamental qui s'est posé. Est-ce que la colonisation, le rôle positif de la colonisation, comme décriraient certains historiens, j'ai eu des professeurs à l'Université de Lyon 3 à l'époque, j'étudiais l'histoire, qui se positionnaient clairement que la colonisation française était positive, dans la mesure où ça a permis de former des gens. Et d'un autre côté, il y avait certains professeurs qui étaient contre le fait qu'il n'y avait pas d'éléments qui justifient que, tôt ou tard, les peuples africains allaient mettre en place des schémas de pensée pour s'en sortir comme d'autres peuples dans le monde. Et par conséquent, ce débat est resté un débat houleux. Les mêmes personnes qui défendent aujourd'hui la destruction des ressources, des faits, des objets qui vont servir l'histoire, ces mêmes personnes étaient dans le camp de ceux qui défendaient le contexte qu'il faut maintenir des faits, des éléments artistiques, des éléments culturels, des bâtiments pour justifier beaucoup de faits historiques. Et avant de vous accorder la parole, il y a Jafrique d'Haïti actuellement qui voulait intervenir. Je veux dire quelques mots sur la question de la mémoire aussi. C'est que, en fait, il s'agit pour nous autres Africains de chercher des solutions aux problèmes. Et je crois que l'un des défis, c'est de savoir identifier les points où nous sommes actifs, où il y a résistance, pour ne pas développer la perception qu'il n'y a rien qui se fait. Par exemple, au niveau du combat pour la mémoire, c'est pas nouveau que vous ayez des gens comme Petré Grenouillot en France qui parlent des bienfaits de la colonisation. De tous les temps, les intellectuels ont été appelés à justifier les crimes de leur société. Montesquieu, Voltaire, Molière, ils ont tous été appelés à supporter la colonisation et le crime esclavagiste et ils l'ont fait de plein gré. On a des exemples comme Victor Hugo, par contre, qui s'est révolté contre le système esclavagiste et a écrit des textes pour la condamner. Par contre, maintenant même, à l'instant que nous parlons, il y a des Français comme Claude Ribes qui ne mâche pas ses mots, même quand, en fait, Sarkozy l'avait offert un poste, soi-disant dans la mascarade qu'il préparait pour commémorer la fin de la traite négrière, etc. Il les avait avertis que vous n'allez pas m'acheter pour si peu, que même quand j'occupe ce poste, je vais continuer à dire la vérité et à sortir des choses. Donc je crois qu'il est important pour nous d'identifier ces pochettes de résistance, de les amplifier et de faire ce qui est nécessaire pour que nos populations aient accès à la mémoire. Car s'il est vrai que l'ennemi a beaucoup d'outils à sa disposition, dont par exemple la religion, parce que l'arme la plus puissante qu'ont utilisée les Européens pour déstabiliser les Africains, c'est la religion. C'est-à-dire, à n'importe quel dimanche de l'année, il y a 1 milliard d'Africains à genoux au pied d'un blanc, convaincus que ce blanc-là est Dieu. Je parle de l'image de Leonardo da Vinci que l'on a présentée comme Jésus. Et ce n'est pas Jésus seul qui est blanc. Marie, Joseph, tous les saints, tous les anges, tout est blanc. Donc,
ça peut paraître banal pour la personne qui est libérée de ce carcan de la religion chrétienne, mais les gens qui sont encore dans cette religion, c'est quelque chose de très profond. Ils sont convaincus que Dieu est blanc. Donc, il nous faut continuer à trouver des gens qui se mettent debout pour faire la bataille. Et ce n'est pas une bataille qui va se faire avec des AK-47 et des Uzi seulement, puisque c'est à l'intérieur même des têtes que l'on a commis de graves dégâts. Aujourd'hui, ce qu'on fait en Afrique, on le fait grâce à Barack Obama. Et je dis grâce à Barack Obama parce que moi, je suis convaincu, s'il s'agissait d'un président républicain blanc qui était à la Maison-Blanche, on aurait eu des manifestations monstres partout. Et c'est ça l'avantage de donner aux communautés noires un petit cadeau, un visage blanc à la Maison-Blanche. Nous étions tous contents en 2008. Et maintenant, on mobilise l'Africom, c'est-à-dire des soldats africains en territoire africain qui sont à la solde des Européens. OK? Et on mobilise l'Africom grâce à la présence d'Obama à la Maison-Blanche. Donc, je crois qu'il y a un réveil qui doit se faire, et ça doit se faire sur plusieurs fronts, mais surtout, moi je crois qu'il ne faut pas être impatient. Ça a pris plus de 500 ans pour monter ce système que vous voyez aujourd'hui. Je crois que maintenant, une chose qui est importante, c'est de noter que l'impérialisme est aussi en crise. C'est parce que justement l'impérialisme est en crise qu'il est obligé d'utiliser des techniques comme nous mettre Michaël Jean, gouverneur général, Ramayadé en France et Barack Obama à la Maison-Blanche. Mais tout ça, c'est des concessions. C'est des petites concessions, mais c'est des concessions qui se font. Mais le dernier point, c'est que il nous faut refuser d'utiliser le langage de l'impérialisme. C'est-à-dire, quand eux, ils parlent de démocratie, il nous faut, nous, choisir d'autres mots pour définir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'eux, ils les présentent. La responsabilité de protéger, c'est un terme blanc. Moi, je n'utilise pas ça. C'est ridicule de parler de responsabilité de protéger. Il y a d'autres termes de référence. Il va falloir pouvoir regarder et l'histoire et le présent à partir de notre propre point de vue. C'est très intéressant. Tu voulais...